Bien, bonjour à vous. Je me présente, mon nom est Sophie Poirier. Bienvenue à l'émission Ma Voix. Policière retraitée de 29 années de service au sein du corps de police de la ville de Montréal, Martine Laurier a développé un trouble de l'anxiété accompagné de difficultés d'adaptation, 2 crises suicidaires et une hospitalisation en psychiatrie. Martine est une personne de cœur qui a un passé avec beaucoup de souffrance, une personne authentique qui n'a plus besoin de porter de masque. Pourquoi son histoire me touche beaucoup? Parce que, justement, c'est une femme de cœur qui a réussi à transformer sa douleur en tremplin pour aider les autres. Alors, sans plus tarder, accompagnez-moi à sa rencontre. Merci. Bien, bonjour Martine. Dans un Bonjour premier temps, je voulais Sophie. te dire que je suis très, très reconnaissante que tu aies accepté mon invitation. Alors, ça n'a pas été trop difficile là, pour toi, avec le COVID-19, de prendre soin de te faire une belle beauté comme que je vois là. Ben, il faut juste que je cache ça, Sophie, là, parce qu'il n'y a pas de coiffeuse disponible. Mais pour ça, ça va bien. Super. Moi, j'ai des petits cheveux blancs, mais je pense que ça paraît pas trop sur la caméra. Là. On est correct, on est belle au naturel. Et voilà. Alors, en fait, pour briser la glace, en passant, moi, je t'ai présenté tantôt là, à nos téléspectateurs. Et puis, je leur ai dit un petit peu qu'est-ce que tu semblais faire ici, de quoi c'était quoi ton sujet. Alors, pour briser la glace, alors je vais y aller avec une question quand même assez directe avec toi. Alors, Martine, toi, tu as vécu là, une grande souffrance émotionnelle qui t'a amené à faire 2 tentatives de suicide. Moi, la question que je me posais, c'est qu'est-ce qui t'empêchait de demander clairement de l'aide? Tu dois avoir des gens autour de toi. Pour quelle raison que c'était difficile pour toi d'aller demander de l'aide? Ben, c'est simple, Sophie, c'est l'uniforme. C'est l'uniforme, OK? C'est l'uniforme. L'uniforme, quand tu prêtes serment pour devenir une policière ou un policier, tu es là pour protéger, pour aider les autres. Alors, tu oublies qu'en arrière de ton uniforme, tu es un être humain. Et Mhm. que toi aussi, ça peut arriver d'avoir besoin d'aide. Donc, tu es tellement dans le pattern d'aider les autres que tu n'as pas le courage de demander de l'aide pour toi parce que c'est comme si tout s'effondrait. C'est parce que c'est la job qui va s'effondrer en même temps, c'est ben, ton espèce de statut aussi qui va s'effondrer. Puis bon, on embarque tout ce qu'on peut connaître comme l'ego, comme Mhm. la honte. C'est très difficile. Tu sais, tu peux avoir un psychologue qui te suit toute ta Oui. vie, ou le temps que tu en as besoin selon la dépression ou ce que tu vis en santé mentale, mais quand tu as besoin d'aide parce que là, tu veux passer à l'acte, c'est pas un filet de sécurité, ça, d'être suivi par un psychologue. Quand tu veux passer à l'acte, souvent, tu es chez toi, tu es seul. Juste de prendre le téléphone pour crier à l'aide, c'est comme un geste qui est surhumain. C'est trop. C'est juste trop. Donc, pour avoir fait plusieurs émissions justement sur le poids de l'uniforme, sur ce qu'on porte sur ses épaules, c'est très lourd. Je comprends mieux là, quand que, oui, j'ai écouté aussi certaines de tes émissions, puis oui, tu en parlais. Puis je trouve ça le fun parce que, je veux dire, je sais que tu te concentres, toi, pour aider justement d'autres policiers ou même des gens qui sont en uniforme, là, comme des pompiers, des choses comme ça. Puis, mais est-ce que tu penses que tous les gens, par exemple, qui sont dans cette situation-là, au niveau du phénomène psychologique que tu viens de décrire, est-ce que tu crois que tous ces gens-là souffrent émotionnellement au point de pouvoir mettre leur propre vie en péril là, dans une situation comme ça? Là? Sophie, tu sais, les gens souvent portent des jugements sur le suicide. Ils disent c'est Oui. un geste de faiblesse ou c'est un geste de courage. Il y a une ambivalence au niveau des opinions de la société là-dessus. Je te dirais que c'est super simple, c'est que de la souffrance. C'est ni un ni l'autre. Puis quand une Mhm. personne souffre,
que ce soit un policier, un pompier, monsieur, madame, tout le monde, tout ce que tu veux, c'est arrêter de souffrir. Si tu te fais un bobo sur ta peau, tu te fais une brûlure au 3e degré, tu vas vouloir qu'on arrête cette souffrance-là, hein. Mhm. C'est pareil dans la tête. Je suis contente que tu fasses un parallèle avec la douleur physique et la douleur psychologique, Oui. parce que c'est effectivement le cas. Parce que, étant donné que les gens ne le voient pas, la douleur psychologique, ils ont plus de difficulté à la comprendre. Et des fois, j'aimerais ça qu'on ait un bracelet étiqueté qui nous dise, Oui, comme les diabétiques, tu sais, oui. je suis diabétique, ben juste moi, je suis un trouble anxieux. Des fois, j'aimerais ça qu'on mette, pas pour le plaisir d'avoir une étiquette. Non, non, Mhm. non, non, non. Non, non, On non, est je un comprends. être humain comme les autres. Mais juste pour que ça se voit. Puis je t'en parle, puis j'ai des frissons parce que je sais que c'est ça la plus grande difficulté. Euh, Puis quand les gens passent à l'acte, ils ne veulent pas mourir. Mhm. Ils veulent juste arrêter Non, de souffrir. ils veulent arrêter de souffrir, absolument. Mais toi, là, tu me parles au niveau de la pression que tu avais par rapport à ton uniforme. Je comprends très bien ce que tu décris. Mais tu me parles aussi que tu as développé un trouble de l'anxiété accompagné de difficultés d'adaptation. Qu'est-ce que tu vivais au travail qui a fait en sorte que tu sais, la goutte a débordé à un moment donné? Une, le fait de vouloir passer à l'acte, ou appelle ça une crise suicidaire, Mhm. et je dirais pas le mot jamais, mais est rarement dû qu'à un seul événement. J'imagine, oui. J'explique ça souvent, je schématise ça comme une charrette. Tu mets Mhm. du stock toute ta vie dans ta charrette, puis t'en mets, puis t'en mets, puis ça vient plus lourd. Un moment donné, oups, c'est trop lourd, il y a une roue qui débarque. Mm. Oups, tu rajoutes d'autres choses, il y a une autre roue qui débarque. Mais quand les 4 roues ont débarqué parce que la dernière goutte qui a embarqué dans ta charrette, c'était trop, C'était ben trop, c'est ça exactement. qui s'est La goutte. passé. La goutte qui a embarqué de trop, c'est ça qui s'est passé. Parce qu'à cette époque-là, je vivais des difficultés avec le père de mes enfants dû à un divorce, peu d'aide et tout ça. J'avais une relation amoureuse qui se soldait par un échec. J'avais des Mhm. difficultés financières parce que j'étais avec un procès avec le père. Et la pension alimentaire, j'étais dans les premières femmes qui avaient une pension non imposable et le père l'a tout de même déclaré à l'impôt. Alors, je me suis retrouvée à me battre contre l'impôt. Eh, mon Dieu. La seule place où je me réalisais bien, c'était au travail. Et là, j'ai eu un collègue qui m'a dénoncé sur une action tout à fait banale. Et finalement, il a décidé de me dénoncer à mon superviseur qui a eu pour moi un impact psychologique énorme parce que l'endroit où je me sentais bien, j'ai un collègue qui me tirait un couteau dans le dos, puis je venais de perdre la confiance de mes boss, de mes Hi. superviseurs. Ça, c'est lourd. C'est très lourd à supporter, ça. Parce que c'était la seule place où j'avais, comme on dirait, un semblant de vie normale. Puis j'étais monoparentale, 2 enfants, ma plus vieille TDAH, c'était dans les premières années de ça. C'était beaucoup de défis. Je comprends, je comprends. Puis là, ton travail, c'était quelque chose qui était important pour toi. Puis là, on Ah, a ébranlé même cet aspect-là, là, de ta vie. écoute, le travail, c'est parce que c'est ça qui amène la nourriture à la maison. Oui. Ben oui, C'est exact, ça qui me exact. fait payer mes comptes. Oui. C'est ça qui me valorise. Puis Oui. en plus, j'ai un statut particulier. Alors, tu veux pas dégringoler. Non. Puis j'avais déjà eu consulté, faire certaines thérapies, tout ça, mais Oui. voilà, c'est ça qui s'est passé. C'est pas juste le travail. Oui, le travail a été l'élément déclencheur de, mais c'était Oui. pas juste le travail. Je te dirais que par contre, si au travail, à l'époque, on aurait eu des parents aidants, on aurait eu des gens plus à l'écoute, on aurait eu une plus grande ouverture face à la Oui. santé mentale, j'aurais pas passé à l'acte. Je te dis ça parce que par la suite, ben, en tout cas, sûrement que tu vas finir par m'en parler, mais je suis à l'écriture de mon livre. Oui. Puis pour ça, je suis allée revoir des collègues du temps que j'ai passé à l'acte, où je voulais passer à l'acte, et des collègues qui m'ont aidé dans cette crise-là pour avoir leur input, leur impression sur ce qui s'était passé. Et Mhm. mon superviseur de l'époque
m'a fait le feedback de me dire on ne savait pas comment gérer ça à l'époque. Puis des Mhm. fois, en 2020, aujourd'hui, je me dis on le sait pas plus. Exact, exactement. Puis toi, c'est beau parce que là, tu t'es donné ce défi-là. Tu as vu qu'il y avait un manque à quelque part parce que toi, tu en as souffert de ce manque-là. Énorme, énorme. Puis, pardon? Énorme. Oui, énorme, exact, exact. Oui. Puis là, ben, je veux dire, tu offres quelque chose à tes anciens collègues, finalement, des gens uniformes que toi, tu aurais aimé avoir. Puis c'est merveilleux ton travail. Ça, je te félicite pour ça, Martine. Merci, t'es fine. Écoute, je peux-tu me permettre une petite gorgée de café? Gars, je fais de la Ben oui, vas-y, publicité en vas-y, plus. vas-y. SPVM! All right, on fait un petit peu de publicité ce matin. Alors, Martine, on sait là, que certaines personnes là, font une tentative de suicide et même que parfois, là, tristement, ils vont y parvenir. Mais pour ceux qui sont retrouvés à temps, bon, là, tu m'en as parlé un petit peu, là, qu'il n'y avait pas beaucoup de gens pour vous accompagner dans ce temps-là. Mais comment ça se passait dans ce temps-là? Puis comparativement à aujourd'hui, par exemple, quand on retrouve une personne là, qui était sur le point de faire une tentative de suicide ou qui a fait une tentative de suicide, qu'on la retrouve inconsciente, quelque chose comme ça. Ben, je te dirais, moi, à l'époque, quand on est venu me trouver à la maison, mon arme était là, on a comme pris l'arme. Heureusement, mes enfants n'ont pas eu une trop grande connaissance à l'âge qu'ils avaient de ce qui se passait. Mhm. Mais j'ai été amenée à la Cité de la santé en psychiatrie. J'ai été hospitalisée une dizaine de jours. Après, j'ai eu un suivi avec un psychiatre pendant plusieurs mois, une médication, un suivi, tout ça. Que finalement, de concert avec le psychiatre, on est arrivé à une conclusion à un moment donné que j'allais bien. La médication a lâché, tout ça, de concert avec le médecin. Et ma vie continuait avec encore des hauts, des bas. Mais j'ai été chanceuse. Il y avait un bon médecin de famille. Je te dirais que ce qui manque aujourd'hui, en tout cas, à ma connaissance à moi, Mhm. c'est justement ces bons médecins de famille-là qui sont sous pression, qui sont, tu sais, on est souvent considérés dans le milieu médical comme des numéros, puis il faut se dépêcher, puis après ça, c'est l'autre. Mais moi, mon médecin de famille, il pouvait avoir plein de monde dans sa salle d'attente, puis c'était toujours comment ça va, Martine? Avant de prendre mon pouls, de prendre ma pression, je pouvais passer une grosse demi-heure assis devant son bureau à juste jaser de ce qui se passait dans ma vie. Donc, je pouvais être authentique avec. Puis c'est à partir de là qu'il a dit t'es pas tanné de faire toujours des hauts, des bas. Mhm. Puis il me parle d'une petite pilule de bonheur. Oui. Tu connaissais pas ça, moi, une pilule de bonheur. Puis j'achetais surtout pas ça. Donc, d'être étiquetée, parce que j'avais eu, en tout cas dans mon parcours, j'ai eu à passer des tests avec un psychiatre pour savoir, pour mettre le doigt sur mon diagnostic. Et puis, finalement, ben, c'est ce médecin-là qui a été le gros élément de ma stabilité mentale. Oui. Et ça fait 20 ans que je suis sur le Celexa. Puis là, tu es Et toi? encore avec ce médecin-là aujourd'hui? Ou c'est Oui, le même médecin? oui, oui. Docteur Michel Seine, polyclinique médicale au centre-ville. Moi, je demeure maintenant à Tremblant et je ne suis pas capable de lâcher. C'est mon ancrage, Ça vaut le déplacement, disons. Ah oui, 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 je peux pas me lâcher. Puis d'ailleurs, en espérant que ça se fasse, il m'a promis qu'il écrirait un bout dans Wow! un petit mot dans mon livre, ouais. Il est conscient de mon cheminement puis de tout ce que j'ai fait. Ouais. Super. Là, si j'ai bien compris, Martine, toi, tu es encore sous la médication de nos jours ou tu as arrêté ça, là? Non, j'ai pas arrêté. Tu n'as pas Je suis arrêté. Parfait. encore Donc, c'est quelque la chose qui t'aide à te médication. maintenir, là. Oui, mais j'ai aussi compris que la médication ne fait pas tout le travail. Mhm. Donc, j'ai appris à mettre dans ma vie beaucoup d'éléments pour me créer un filet de sécurité. Tu sais, Mhm. j'ai fait beaucoup de sortes de thérapies allant cognito-comportementales à spirituel. Et je te dirais que dans chacun des outils que je suis allée chercher, j'ai tiré du bienfait de ça.
Que ce soit la méditation, que ce soit la relaxation, le sport, mon environnement depuis que je suis à temps plein à Tremblant, il est pour beaucoup aussi. Donc, je me suis créée, je suis une personne qui vit seule, donc il a fallu que je me crée, et c'est encore, on est en confinement, hein, Sophie, Ben actuellement, oui, et il y a un double défi, je te dirais. Bon, écoute, vivre seule, confinée depuis 3 semaines, avec des soubresauts parfois avec ma santé mentale, parce que c'est pas oui, disparu, ça là, c'est ben encore non. en moi. Mhm. C'est des doubles défis. Mais oui, j'ai mis beaucoup d'ingrédients dans ma sauce. Je ne sais pas si un jour je vais être en mesure d'arrêter de prendre une médication, mais mon médecin me dit toujours, on a une belle petite recette de bonheur, ça va bien? Exact. On changerait la recette. Exactement. De toute façon, si jamais ça arrive, tu vas y aller avec la supervision. Tu sais, je veux dire, y Oui, aller toujours. diminuer tranquillement, des choses comme ça, là, par exemple. Oui, oui, oui. Et Bon. je me remets beaucoup à lui. J'ai une grande confiance en lui. Oui. Hey, excuse-moi, Martine, de t'interrompre. On fait du télétravail, hein, puis moi, j'ai pas trouvé de gardienne pour mon chien et mon chat. Alors, c'est bien amusant aujourd'hui. Là, je me suis dit que mes téléspectateurs allaient comprendre parce qu'eux aussi vivent ces choses-là, c'est de nos jours. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Oui, oui. J'ai beau avoir enfermé le chat dans la salle de bain, mon chien, il fait des siennes. Alors, je m'excuse, je t'ai interrompu. Non, Mais c'est beau. oui, alors c'est ça, je pense que de toute façon, si le moment se présente où tu te sens capable d'arrêter, je pense que tu vas savoir, ça va être quand ce moment-là. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Puis j'ai plus la honte, hein. Oui. Tu sais, en conférence, je compare ça à un diabétique. Oui. Diabétique, lui, il est obligé de prendre son insuline. Il y a un glucomètre qui Mhm. check, qui est capable de superviser quel niveau il doit prendre de médication. Moi, je dis tout le temps en défi, en conférence, j'aimerais ça qu'il y en ait un qui invente un glucomètre de la sérotonine et de la dopamine dans le cerveau. Ça doit s'en venir, ça, là, ça doit s'en venir. Pour avoir, parce que c'est ça le défi en santé Oui. mentale, c'est avec Oui. la médication, c'est le bon dosage et le bon médicament. Puis on y Oui. va avec essai-erreur parce qu'on n'a pas rien pour aller vérifier comment ça se passe dans le cerveau. Oui. Donc, Hmm. je compare ça à un diabétique. Diabétique qui a besoin de sa médication. Puis ça va jouer selon ses humeurs, ça va jouer selon ce qu'il mange, selon ce qu'il fait de sa vie, au niveau activité, tout ce qui englobe sa vie. Mais c'est pareil, la santé mentale. C'est bon que tu donnes des exemples comme ça, un genre d'analogie, parce que quand on est capable, comme on dit tantôt, les maladies mentales, c'est invisible, hein. Donc, quand on est capable de rapporter à une image, je pense que c'est plus facile de justement comprendre ce qui se passe Ben, à ce moment-là. Mm. ben, Sophie, c'est que j'ai dû faire un gros travail dans moi pour accepter ce diagnostic-là. Puis j'en jasais beaucoup avec mon médecin. L'analogie que je t'explique, c'est mon médecin qui me l'a donné, là. Ben Ça oui, n'a pas sorti tout seul de ma tête, là, parce qu'il OK. fallait qu'il travaille avec moi pour que j'accepte ça, là. Que tu le comprennes toi aussi, parce qu'il Oui, fallait que toi, dans un premier temps, il fallait que tu comprennes ce qui t'arrive, là. Mm. oui, oui, tout à fait. Je comprends. C'est quelque chose de venir parler comme ça. Puis, en tout cas, tu m'impressionnes, Martine. Je trouve ça le fun. Toi, tu parles de Ah, maladie mentale, de suicide, de l'industrie du sexe même. On va en parler un petit peu plus tard. On fait référence, là, en fait, à des sortes de tabous. Moi, en fait, la façon que je vois ça, les tabous, c'est un peu comme un genre de préjugé qui a pour conséquence là, que la plupart des gens vont prendre pour vrai une situation qu'en réalité, c'est pas ça du tout. C'est pas ça qui se passe, hein, parce qu'on, comme on disait, là, c'est invisible, la maladie mentale. Mais moi, la question que je me pose justement, mis à part les analogies comme que tu viens de donner, si les gens ne comprennent pas qu'il existe un réel problème, mais comment on fait pour réussir à les sensibiliser face à la cause? ben, je dirais que c'est la théorie des petits pas, Mhm. puis que parfois je me sens comme le bâton du pèlerin. Mhm. Moi, j'en ai fait ma mission avec Vigilance ML.
Et dis-toi bien une chose, c'est que je m'aide moi-même autant que j'aide les gens. C'est vrai. Mhm. Parce que oui, il y a un travail à faire dans la société pour qu'on arrive un jour à voir ça égal à égal. Euh, dis-toi que, OK, je vais te faire un parallèle avec le COVID. Mhm. Euh, au Québec, il y a 3 suicides par jour. 80%, c'est des hommes. Mhm. Combien en un mois de suicides ou de décès qu'on a eu dans le COVID? On est rendu à 300. 3 suicides par jour, calcul, 3 fois 3, 9, ça fait 90 décès de suicide par mois. Mhm. Est-ce qu'on met l'emphase sur la santé mentale en lien avec ces chiffres-là? Non, non, il va falloir que ça bouge à ce niveau-là. Puis je pense que toi, tu es une pionnière à ce niveau-là. Tu sais, ça va faire changer les choses. Et quand les gens vont en prendre, mais que socialement, les gens en prennent conscience, ça va se faire tout seul à un moment donné. Parce que tu Mais sais, je fais beaucoup, moi je demande juste à parler. ouais. Et, je veux, oui, je continue malgré ma retraite à faire des conférences, de la formation, des ateliers, tout ça. Mais les milieux qui peuvent acheter mon produit ou mes services n'ont pas d'argent pour ça. Hmm. Et là là, Et ben on a oui, hein. 3 suicides par jour. Hmm. On met-tu nos priorités à la bonne place? Non, Je non, vais te c'est ça. raconter une autre chose. Ouais. V'là à peu près 1 an, au printemps dernier, j'ai perdu mon cousin par suicide. Il- Un cousin qui a Sympathie. 40, il avait 40 quelques années. Mhm. Il s'est suicidé sur son milieu de travail parce qu'il vivait des problèmes, une dépression depuis plusieurs mois. Il était suivi par les psychologues du programme d'aide de son employeur. Un échec amoureux, une saisie de salaire, un ex qui faisait la vie dure. Et puis, son employeur savait que sa santé mentale était fragile. Et comme son rendement au travail était plus déficient, à cause de ça, ils l'ont mis à porte. Fait que ça a été ouf. Quand est-ce qu'on Ouais. va changer les milieux de travail? Ben Ça oui. a-tu de l'allure de mettre quelqu'un à porte en période de dépression? Non, aucun sens. Non. Là, aujourd'hui, on accepte le télétravail, on paye des employés, le gouvernement donne de l'argent pour éviter, pour la santé physique. Je comprends que c'est important. Je dénigre pas ça, Sophie. Ben non, ben non. Mais quand est-ce qu'on va le faire pour la santé mentale? Et c'est un réel besoin. Je suis bien d'accord avec toi. Puis Oui. il Alors, faut, il faut faire bouger les mon... choses. Puis toi, justement, Martine, excuse-moi, c'est parce que non, le temps se déroule vite quand même. oui. Toi, tu donnes aussi des conférences, de la formation, des ateliers. Est-ce que tu peux nous expliquer, là, en gros, c'est quoi les différences au niveau de tes approches par rapport à ces trois moyens-là? Puis c'est qui aussi qui peut participer à ces services-là que tu offres? Dis-toi, Sophie, que je peux arrimer mon discours et mes présentations PowerPoint à chacun des publics qui sont devant moi. Je commence à OK. avoir assez d'expérience que je peux m'adresser autant au secteur en uniforme que tout citoyen. Donc, je peux le faire autant dans des réseaux qui sont des parents aidants à des gens qui côtoient des gens qui ont des problèmes de santé mentale. L'aspect conférence, c'est je raconte ma vie, je raconte mes défis, puis j'explique dans des mots simples, c'est quoi un trouble anxieux avec ce que moi j'ai eu à vivre. OK. Pour que les gens se connectent à mon vécu, puis qu'ils se disent, hey, finalement, ce qu'il a dit, là, gardons ça, que ça me ressemble, gardons ça, c'est mon Oui. conjoint. J'ai eu dans une de mes conférences en technique policière une jeune fille qui m'a dit, qui est venue me voir après, puis qui m'a dit, t'es exactement comme ma mère.
Puis ma mère, je la juge. Tu viens de me rapprocher d'elle. Wow. Et elle m'a Hey. demandé, je faisais une autre conférence le lendemain, elle a dit, je peux-tu amener ma mère? Puis c'était dans le cadre du cégep, on a demandé au professeur, puis la mère est venue. Donc, la conférence, c'est pour ça, c'est une approche globale. La formation, c'est que à partir de mon bagage, j'ai développé avec le service de police une formation de père aidant. Donc, je suis en mesure, dans les formations, de donner des outils comme père aidant. Je suis en mesure de donner des outils avec le trouble anxieux et de parler de tout sujet de santé mentale. Ça fait des années que je lis là-dessus, puis que j'ai suivi toutes sortes de formations. Fait que ça, c'est l'aspect plus formation quand on veut avoir où je peux aller dans des milieux, former des gens à devenir des pères aidants, donc devenir des lumières ou des coachs en santé mentale dans chacun des milieux. Wow. La partie atelier, c'est quand on me dit écoute, Martine, on a des groupes de travail, on a des groupes, des équipes qui vont pas bien, où on voudrait faire la sensibilisation, mais sur des plus petites gangs. Ça joue entre 10 et 15 personnes. Et là, ce qu'on veut, c'est que tu viennes raconter ton vécu, que tu parles de ta santé mentale, mais que ça fasse des pop-up, que les gens se reconnaissent assez qu'eux aussi, à l'intérieur de l'atelier, parlent de leurs propres défis. Tu n'as pas idée ce que ça a comme effet, comme impact. Ça, on a fait ça des années de temps au SPVM et j'avais des policières ou des policiers qui disaient qu'il y avait des maux de dos, mettons, des problèmes de dos qui faisaient qu'ils étaient plus capables de travailler la nuit. Ben, en écoutant mon atelier, il y a eu des coming out de gens qui ont dit finalement, je cachais depuis des années mes problèmes de santé mentale parce que j'avais peur d'être étiquetée, mais je suis comme Martine. Je prends un médicament qui fait que je ne peux plus travailler la nuit. Oh, hein? T'imagines la compréhension et l'esprit d'équipe qui se dégage après de ça? Tous les non-dits, tous les tabous, tous les jugements, tous les couteaux dans le dos, la non-confiance entre les pairs, qui détruit un esprit d'équipe, qui dévalorise un individu qui a composé et avec le jugement de ses pairs et avec sa propre santé mentale. Fait que c'est-tu plus clair pour toi? Oui, beaucoup. Oui, beaucoup. Puis c'est le fun parce que c'est ça, c'est différent quand même, la façon dont tu les approches. Puis ça a vraiment son but, là. Chaque approche a son but différent, mais qui revient au même finalement, c'est de sensibiliser les gens, puis les informer, puis de taire les préjugés. Tu sais, en informant les gens, automatiquement, les préjugés vont se taire, ça, c'est certain. Quand les gens m'approchent avec Vigilance ML, parce que j'ai mon site internet, vigilanceml.ca, j'ai ma page Facebook aussi de Vigilance ML. Ben, ça dépend de ce qu'ils recherchent et puis je m'adapte à ce qu'ils veulent recevoir. C'est bien ça. C'est le fun aussi parce que tantôt, je t'écoutais parler, tu as parlé de mission de vie. Hein. Tu sais, aujourd'hui, là, on entend tellement ça souvent, les gens, on parle de rêve, d'objectif de vie. Mais pour certaines personnes, moi, je pense vraiment que ce besoin-là est beaucoup plus fort que juste un rêve, un objectif. Puis justement, sans même que je t'en ai parlé, tu l'as utilisé dans ton langage. C'est une mission. Écoute, quand tu pars une entreprise comme celle-là, une entreprise d'aide, où j'ai dû l'incorporer parce que à un moment donné, il s'est avéré qu'il y a eu beaucoup de clients qui se sont pointés, puis ça dépassait le cadre de l'enregistrer, tu sais. Donc, tu te positionnes comme entreprise, tu te dis, ben, c'est quoi, moi, qui est important pour mon entreprise, tu sais? Puis moi, ça a été clair dès le départ, là. Dès le départ. Écoute, au tout début de mes ateliers que je faisais avec un collègue que j'adore, on a gardé le contact, qui est Mariano Lopez, monsieur qui a travaillé longtemps à Suicide Action à Montréal, qui est un intervenant de groupe extraordinaire. Il travaille avec le Cirque du Soleil. Je travaillais pendant plusieurs années. C'est lui qui m'a aidé à prendre ce que j'ai eu dans ma vie personnelle et à le coller à toute la théorie de la prévention du suicide. Fait qu'on ne s'est pas contenté, puis on faisait les ateliers ensemble. On ne s'est pas contenté de parler du vécu de Martine parce que c'était intéressant. Non, oui, c'était pas ça l'objectif. L'objectif, c'était
avec la prévention du suicide, les gens soient capables de le mettre dans du concret, dans du vécu, dans le cœur, finalement. Dans le cœur. Donc, moi, ça a été simple. Là. Ma mission, c'est sauver des vies. Mm-hmm. Et puis j'en ai sauvé, mais sauver des policiers du suicide, je pensais jamais quand j'ai mis ma main sur la Bible pour dire que j'allais protéger et servir le citoyen, que j'allais protéger et servir mes concitoyens et en plus mes pairs, mes collègues de travail. Mais je te dirais que c'est ce que j'ai fait de plus beau. On m'a demandé dans un reportage de quoi tu es le plus fier de ta carrière de policière. Mm-hmm. Oui, il y a plusieurs appels, il y a plusieurs citoyens que je suis contente d'avoir aidés, mais c'est d'avoir fait une différence auprès de mes collègues. Mm-hmm. Et tu as aidé probablement beaucoup plus de gens que tu penses, parce qu'il y a des gens qui ne le diront pas. Tu as peut-être sauvé des vies sans le savoir. Là. Oui, puis je ne m'attends pas à avoir de médaille. Là. Non, il n'y aura pas de médaille d'honneur auprès de la gouverneure générale du Canada. Non, oui. Mais moi, c'est une satisfaction personnelle qui est très importante pour moi. Super, ça. Oui, on voit la femme de cœur, là. Oui, effectivement. Oui, Martine, tu es super intéressante, mais je vais être certaine de vraiment passer là, en gros sur les sujets que je m'étais promis de te faire parler. Moi, j'étais un petit peu intriguée quand j'ai commencé à te suivre, là, à voir ce que tu présentais et tout ça. Je me demandais comment t'en étais venue, toi, à parler aussi là, du côté là, de la sexualité et tout ça. Là, parce que là, je sais que tu joues aussi dans un reportage là, en fugue. Est-ce que tu peux me parler un peu de cette émission-là? C'est quoi ton défi, ton rôle dans tout ça? L'émission En Fugue, c'est comme l'émission jumelle de Fugueuse. Sauf que Fugueuse, ce qui est arrivé, c'est que les parents, les jeunes adolescents écoutaient ça, puis c'était pas collé sur la prévention comme telle. Fait que TVA a demandé à la maison de production de Fugueuse de faire une espèce de brainstorming sur quel projet ou quel reportage on pourrait faire pour justement que ça soit plus le côté prévention éducationnelle pour les parents. Une sensibilisation, là, une réelle sensibilisation. Oui. Et comme j'avais fait plusieurs émissions de télévision, Denis Lévesque, Deux filles le matin, version enquêteur District 31, il y a des gens qui m'ont vu là-dedans. Et donc, entre autres, il y a un monsieur que je connais bien, qui est connu du milieu aussi, qui a parlé, en tout cas, ça s'est posé comme question à la recherchiste qui travaillait avec ce projet pilote-là et m'a contacté. Puis je te dirais, ce qui a fait qu'ils sont venus me chercher, c'est la personne de cœur que je suis. Mm-hmm. C'est le message que j'ai à passer. Et c'est, ben écoute, c'est pas moi qui le dis. Je pense que c'est, des fois, je parle au-delà de... Il y a quelqu'un qui me fait parler, Sophie. Parce que des fois, c'est pas facile ce que j'ai à dire, puis j'ai le courage, la force de le faire, oui, mais c'est pas lourd pour moi. C'est pas lourd. C'est comme si... puis appelons ça cette lumière-là, transparaît ou l'équipe de ce projet-là l'ont vu en arrière de la caméra. Puis ils ont dit « Wow, tu perces l'écran ». Alors, ils m'ont présenté l'autre jeune femme qui est dans cette émission-là, qui, elle, est une survivante de la prostitution. Et on a connecté toutes les deux. Elle a une quinzaine d'années de moins que moi. Plus petite, blonde aussi. Moi, je frisais, elle a les cheveux là. Alors, le mix, d'ailleurs, dans les articles de journaux, après, beaucoup ont dit que le casting était très bon de nous deux ensemble. Et moi, comme ma mission est d'aider les gens, de sauver des gens, moi, j'ai fait c'est aussi ce qu'ils ont aimé l'émission, c'est que j'ai fait pendant presque 12 ans que des enquêtes de fugue et de disparition. Donc, j'étais habituée de travailler dans ce milieu-là parce que les jeunes filles qui disparaissent ou qui font des fugues, bien souvent sont recrutées pour de la pornographie juvénile. Donc, je connaissais le sujet, je connaissais toute la souffrance des parents. Quand dans cette émission-là, je parle aux parents, ça connecte bien. Parce que je suis capable, j'ai une compassion, j'ai une écoute que j'ai développée avec mes 29 ans de police, puis ma propre souffrance qui fait que le message passe bien. Puis il y a tout,
comme il voulait que ce soit une émission, c'est une série réelle, de cas réels, d'enquêtes réelles que l'on suivait. Il n'y a rien de Fictif. c'est pas de fictif, C'est c'est ça. pas de téléroman, c'est réel. Ben, ils se sont dit, on va suivre les traces d'une femme, de dossier réel avec une femme qui a déjà fait ça, de l'enquête. J'ai adoré. Écoute, je pensais jamais m'en aller vers ça. Moi, si tu m'avais dit à ma retraite que je ferais de la télé, jamais je t'aurais cru. Par contre, le projet était trop beau pour que je dise non. Je pense que j'avais le bagage pour le faire. C'est une Puis belle en combinaison. Une la belle combinaison, combinaison avec ce que tu faisais déjà. Ouais. oui. Ouais. Puis en même temps, tout était bon pour faire connaître Vigilance parce que Vigilance, il faut que ça se poursuive. Tu sais. Ouais. D'ailleurs, en ce moment, mon plus gros souci ou ma plus grosse anxiété, c'est à cause du confinement puis plein de conférences qui ont été annulées, c'est Vigilance, pas moi. Vigilance, vas-tu survivre à ça? Ouais. Ben, c'est-tu le fun que je fasse du télétravail? Tu peux continuer? Oui, 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 je suis tellement contente, puis m'aller sur toutes les réseaux tu voudras, parce que je veux pas que... C'est un travail de plusieurs années et Oui. je veux pas que ça... Puis en même Non, non, temps, non. c'est moi. Vigilance, c'est pas moi, mais c'est moi. Fait Je que... comprends. Et voilà. Et en parlant de ça, là, tu parles de C'est toi, là. Oui, je veux entendre parler de ton livre. Ça va être le mot de la fin d'ailleurs. Oui, Donc, je te laisse aller avec. C'est quoi oui. ton livre? De quoi tu parles dans ça, là, exactement, là? Écoute, premièrement, c'est un travail qui a commencé à l'été passé. Puis à chaque mandat qui rentrait, je le tassais, je le tassais. Puis c'est une grosse introspection. Puis là, ben, si la vie amène de ces coïncidences. Le COVID, oui, ça mène au confinement, mais en même temps, ben, je me dis, Christy Martine, ouais, avance ton livre, là. Fait que, il va bien parce que j'ai quelqu'un qui me coach, j'ai quelqu'un qui écrit en arrière de moi, puis qui Ouais. corrige et qui syntaxe tout ça. Mais mon livre, c'est ben, de l'uniforme à la jaquette d'hôpital. OK. Ouf, hein, ça dit tout, là. Et sur la couverture, ben, il va y avoir Martine la policière, Martine la photo d'aujourd'hui, Wow. Martine avec en bagage, je vois, c'est pas encore concrétisé, mais un hôpital puis une jaquette d'hôpital. Ben, c'est la vie de Martine parce que ce que j'ai dû passer au travail avec ma santé mentale, j'ai compris que ça remontait à des ancrages du passé, des ancrages de jeunesse. Fait que j'explique d'où c'est que ça part, de mon milieu de vie enfant. Donc, mais tout ça, je l'allège avec beaucoup d'anecdotes policiers, d'anecdotes de vie. Puis c'est sous les chapitres, c'est Martine et son enfance. Martine se marie, se divorce. Martine, Oui, ses c'est le relations fun. amoureuses. Ouais. Martine. Donc, je le mets dans les contes Martine, tu sais. Je me Ah oui. raconte. Puis, donc, il y a beaucoup de recherches. Une chance, j'ai toujours été une fille qui a écrit. Fait Mhm. qu'il y a beaucoup de stocks que j'avais déjà un peu partout, que j'ai rassemblés. Évidemment, quand tu racontes ta vie en conférence, tu es capable de mettre ça de façon chronologique pour que les gens te comprennent. Donc, j'étais habituée dans ma tête de mettre une chronologie à ma vie. Et puis, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup lu pour m'aider à comprendre ce qu'était le trouble anxieux. Donc, j'ajoute à ça ce qui, moi, m'a aidé, soit dans des thérapies, soit dans des livres, soit mes trucs pour s'en sortir. Puis en même temps, je démystifie le trouble anxieux pour que le père aidant ou les gens qui côtoient des gens en santé mentale ressortent de ce livre-là avec des trucs, avec des outils. Donc, c'est un mix de qui je suis, de qu'est-ce que est le trouble anxieux, les outils qu'on peut en ressortir, mais tout ça basé sur ma vie de policière, ma vie de maman, ma vie d'amoureuse. Voilà. J'ai très hâte de lire ça, là. Tu m'as. Oui, puis la sortie, je la veux pour l'automne prochain, alors il faut travailler. Wouhou! Faut profiter du COVID. Euh, ça va être ma carte de visite pour poursuivre ma tournée de conférences. Je te cache pas que je sais qu'est-ce qui se passe outre-mer. J'ai des contacts policiers outre-mer.
J'aimerais ça aller outre-mer. Moi, je veux juste que ça se poursuive, Sophie. Premièrement, ça me rend heureuse. Exact. Ça me donne un guide de vie. Puis, y a-tu quelque chose de plus beau que d'aider les autres? Ça fait du bien de se sentir utile dans une belle cause comme ça. Puis moi, là, écoute, je te fais des hommages ce matin, là. Mais en fait, ce que je trouve le fun aussi, c'est que tu parles d'un sujet qui est bon, tabou, un sujet qui a beaucoup de préjugés, un sujet assez dramatique finalement, hein, parce qu'on parle quand même de décès de personnes, de souffrance, mais tu réussis quand même à avoir une touche d'humour. Puis ça, là, je te félicite pour ça, je trouve ça beau. C'est fine. Eh ben, Oui. je veux que les gens, en me voyant, puis je pense que, écoute, sur mes réseaux sociaux, il y a pratiquement 12 à 15 000 personnes qui me suivent, OK? Et ce que je veux que les gens retiennent, c'est qu'on peut s'en sortir, on peut avoir une belle vie. Je veux être une lumière pour ces gens-là. Je ne te dis pas que c'est facile à tous les jours. Moi aussi, ma lumière, des fois, est moins éclairée, est plus sombre, mais c'est pas grave. Tu sais, demain, ça va aller mieux. Puis, j'ai des frissons en me disant ça. Parce que, tu vois, hier, c'était Pâques. Hein? Oui. C'est dur d'être en confinement, d'être seul dans des fêtes où on est supposé de se rassembler. Puis je te cacherai pas, ça a été une journée plus difficile hier. Mais je savais qu'aujourd'hui, j'allais te parler. Ah, Puis, tu vois? même si c'est nuageux, c'est triste, puis il fait pas beau. Je le sais que c'est ça qui me tient, qui me garde en équilibre. Martine, écoute, moi, là, je t'aurais parlé pendant des heures et des heures. Là. Il n'y a pas de problème, je trouve ça super intéressant. Puis j'espère qu'on va avoir l'occasion de se rejaser à un moment donné pour compléter. Hein, quand tu veux. Oui, bien merveilleux, super ça. Puis là, je voulais te demander, moi, je suis allée avec des questions que, bon, j'étais intriguée un petit peu d'avoir les réponses, même si je connaissais quand même une partie des réponses parce que je te suis quand même. Mais toi, est-ce que tu as quelque chose que je n'ai pas abordé et que tu aimerais parler avant qu'on termine? Juste un message. C'est pas facile de vivre avec des hamsters dans la tête. Parce que j'appelle ça des hamsters. Qui t'amènent à avoir des réactions physiques, des réactions psychologiques. C'est pas facile de faire comprendre ça à notre entourage. Mais je pense qu'ensemble, ça va bien aller. Oui. J'ai très confiance en toi. Tu es super bonne, puis tu as une belle mission. Lâche pas, Martine. Non, je lâcherai pas. Je t'embrasse. Je t'embrasse, puis prends soin de toi, puis on va se reparler, c'est certain. Oui. Merci. Bye bye, bonne journée. Bye.